Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et c'est parti donc pour cette nuit américaine. On va sans doute pas avoir le verdict au petit matin comme on a l'habitude de l'avoir, tellement les scores sont serrés entre Kamala Harris et Donald Trump. 7 swing states, les États où tout peut basculer d'un moment à un autre tellement les scores sont serrés. La Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Michigan, l'Arizona, le Wisconsin et le Nevada sont toujours très très incertains, et c'est là effectivement sur ces 7 États-là qui représentent 103 grands électeurs sur 270 qu'il va falloir garder un œil, et c'est ce que vont faire évidemment tous nos journalistes déployés sur place, et cette nuit américaine vous pourrez la suivre sur Europe 1 et sur CNews. Je voudrais qu'on aille à Miami. Ça me fait plaisir d'aller tout d'un coup à Miami. Je trouve ça magique d'aller à Miami d'un coup, d'un seul comme ça, aux États-Unis, retrouver Corentin Finot. Bonjour ou bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Bienvenue à Miami. Vous êtes restaurateur à Miami. Dans quel quartier de Miami exactement ? Alors, je vis à North Miami. Donc, c'est une ville qui fait partie du comté de Miami-Dade. Et c'est une ville d'environ 60 000 habitants. Ça fait partie de Miami-Dade comté. Eh oui, voilà, Miami, c'est beaucoup agrandi en 30 ou 40 ans. Dites-moi, Corentin, comment est-ce que vous vivez cette élection présidentielle ? Est-ce que vous êtes déjà en capacité vous-même de voter, ou est-ce que ou est-ce que vous ne votez pas aux États-Unis ? Alors, je vote aux États-Unis, donc ça fait 25 ans que j'habite Miami, et ça fait donc la 4e élection présidentielle pour laquelle je vote. D'accord. Et comment est-ce que vous vivez vous-même cette élection ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'incertitudes ? Je le disais, le score est extrêmement serré. C'est tendu, c'est très tendu. On voit déjà qu'il y a beaucoup de supporters de Trump qui annoncent la victoire. Et s'il n'y a pas victoire de Trump, c'est qu'il y a fraude. On sent vraiment beaucoup de tension dans l'air. Et bon, on va voir. Mais bon, comme vous le disiez auparavant, je pense pas qu'on aura les résultats tout de suite. Ça va être très serré. Oui, on va voir ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à mon avis. Et puis, comme vous le dites, il va y avoir peut-être des recomptages. En tout cas, Donald Trump a dit que si l'élection est juste, ce qui veut tout dire dans la bouche de Donald Trump, alors il s'inclinera. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Bah écoutez, je pense pas grand-chose de ce que dit Donald Trump. Il ment beaucoup. On verra. Je pense que les États-Unis restent un pays. C'est un pays du premier monde. Il n'y a pas de souci par rapport au vote. Il a perdu la dernière fois, et s'il gagne, il gagne. S'il perd, il perd. Je pense pas qu'il y aura de fraude. Est-ce que qu'est-ce qui change si l'un ou l'autre gagne, Corentin ? Alors, pour moi, vous savez, j'ai deux enfants, 2 filles en bas âge. Mm-hmm. Et vraiment, pour moi, c'est une élection qui compte surtout pour elles. L'élection de Donald Trump, pour moi, ça me fait peur par rapport aux droits des femmes. Mm-hmm. Il veut remettre en question des choses comme le droit à l'avortement, des choses qui sont qui sont acquises dans beaucoup de pays, et il veut remettre ça en question. Donc, ça me fait peur, et je sais pas. Écoutez, c'est vraiment un vote qui va être... C'est un droit à l'avortement aux États-Unis qui est à 24 semaines. Ça dépend des États. Ouais, ça dépend des États, mais dans certains États, qui va donc très très loin dans la grossesse. Oui. Bon. Et quelle est l'ambiance dans votre ville, dans votre entourage ? Est-ce que les gens sont très attentifs à ça, ou ils se disent bon, après tout, on a une vice-présidente qui n'était pas le premier choix des démocrates, et puis on a Donald Trump qui est comme il est, qui est un personnage en lui-même. Oui, effectivement. Donald Trump, pour beaucoup, c'est un homme fort, c'est un homme de pouvoir, c'est quelqu'un qui prend des décisions assez rapidement. Donc, il y a ce côté-là qui fait rêver certaines personnes. Kamala Harris, c'est vrai qu'elle est arrivée dans la course il n'y a pas très longtemps. C'est pas le candidat idéal, enfin, c'est pas le candidat rêvé de beaucoup de démocrates. Maintenant, ça va être une course très serrée.
Donald Trump a été au pouvoir, il a montré ce qu'il pouvait faire, le bien comme le mal. Je vais donner un exemple. J'ai un ami à moi, un Français, qui est là depuis une trentaine d'années, qui a une société d'importation de vin. Et lui, par exemple, il m'expliquait que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a rajouté 25% de taxes sur l'importation des vins français. Donc lui, ça va l'affecter directement. Si Trump est réélu et qu'il recommence à faire ses taux de taxes très élevés, il va être obligé de réinventer son business. Raphaël Steinville du Journal du Dimanche. Oui, quels sont les sujets qui ont structuré cette élection américaine? Est-ce que vous avez évoqué le droit des femmes? Est-ce que le pouvoir, les questions de pouvoir liées au pouvoir d'achat, d'immigration, font partie de ces sujets qui ont été omniprésents dans cette campagne américaine? Oui, l'immigration, c'est un gros sujet pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens parlent moi, je ne le vis pas ici. Enfin, je vois pas vraiment le contexte par rapport à tous ces débats. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ces immigrants qui viennent et qui sont soi-disant choyés par le gouvernement. Donc c'est un sujet qui revient. C'est un sujet que Trump utilise constamment. Et oui, c'est vraiment, il y a un gros débat par rapport à l'immigration, ça c'est certain. Alexandre Malafaille. Oui, l'important en politique, souvent, c'est de juger sur pièce. Avec Donald Trump, l'avantage, c'est qu'on peut juger sur pièce. Vous êtes aux États-Unis depuis 25 ans. Vous avez été présent aux États-Unis lorsqu'il a gouverné, donc de 2016 à 2020. On avait annoncé, en France, en Europe, on avait annoncé une espèce de catastrophe absolue avec l'élection de Donald Trump. Finalement, qu'en a-t-il été vraiment en 2020? Est-ce que finalement, vous avez retrouvé les États-Unis, en dehors du fait qu'ils sont polarisés, mais c'est sans doute du fait des deux camps quand même un petit peu. Est-ce que vous avez retrouvé les États-Unis en lambeaux? Est-ce que ça allait bien? Comment vous avez vécu cette période-là? Alors moi, à l'époque, c'est vrai que j'étais dans la restauration, j'avais un restaurant. Et bon, Trump, son bilan, on va dire c'est un petit peu difficile de le juger entièrement parce que il y a eu le Covid. Le Covid a changé la donne. Voilà, on est tous tombés là-dedans. Et maintenant, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que restaurateur, je dois quand même avouer que l'administration Trump nous a beaucoup aidés, nous a aidés très rapidement. Et on a réussi à survivre vraiment grâce aux aides de l'État. Enfin, c'est aussi à cause de l'État qu'on a dû fermer d'autres restaurants, mais je trouve qu'ils ont été très proactifs. Et l'administration Biden a très bien suivi et on a vraiment pu reprendre les affaires et continuer à vivre correctement. Donc par rapport à ça, oui. Ensuite, je sais pas exactement comment vous dire. Il y a la dette. Je sais que la dette sous Trump, en 4 ans, elle équivaut à celle d'Obama sur 8 ans. Donc, oui, je sais pas si c'est un très très bon bilan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, Denis Jacquet, qui est non pas le cas, Corentin Finot, restaurateur à Miami. J'étais sur la mauvaise feuille, excusez-moi. On a beaucoup d'invités dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Miami. On entendait donc on a effectivement des sons de cloche un peu différents en fonction des appétences des uns et des autres. J'avais dit que les swing states sont très importants puisque c'est là que va se jouer cette élection américaine. Sur Donald Trump, la façon dont il est présenté et la façon dont il utilise aussi son image est assez amusante. C'est-à-dire qu'on a Donald Trump arrivant avec un camion poubelle à l'effigie de Trump pour montrer que, voilà, quand Biden a dit les électeurs étaient des ordures. On a un petit tour au McDo quand Kamala Harris a dit qu'elle a travaillé au McDo. Il dit, voilà, moi j'ai travaillé 15 minutes de plus qu'elle. Il y a une façon très marketing de l'homme d'affaires Trump d'utiliser la politique, Raphaël Steinville. C'est certain que regarder, observer la campagne de Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme, c'est un spectacle permanent, avec des coups d'éclat et un sens quand même politique de la propos, en tout cas pour parler à la base de son électorat. En fait, on a l'impression que Donald Trump cherche moins à parler à l'ensemble de des Américains que de parler absolument à sa base. Tous les messages qu'il a pu passer ces derniers mois et dernières semaines et derniers jours étaient vraiment pour conforter sa base et leur montrer le souci permanent qu'il avait de vivre et de comprendre la manière dont il pouvait vivre.
mais c'est vrai que c'est fascinant. Au-delà des débordements, de la vulgarité dont il peut faire parfois preuve, il a quand même un sens politique. Faut se souvenir quand même que c'est un véritable survivant en fait de Donald Trump. Il perd en 2020, il perd les midterms, il est à moitié assassiné à Butler et en permanence il se remet en course avec une sorte de maestria. Moi je pense qu'il est intimement convaincu, porté par une sorte de mystique de la victoire. C'est-à-dire que s'il a échappé à tout ça et qu'il est encore vivant, c'est qu'il a une destinée, un destin, qu'une bonne étoile veille sur lui et qu'il est presque écrit dans les étoiles qu'ils doivent l'emporter demain matin. Il y a quelque chose de comme ça dans je pense, la manière dont aujourd'hui Donald Trump et ses électeurs d'ailleurs aussi pensent et vivent cette élection. Oui. Alexandre Malafaille, on se souvient aussi d'une autre image, c'est Emmanuel Macron arrivant entre guillemets pour parler à Trump. J'ai presque envie d'ajouter d'homme à homme. Et il avait, vous vous souvenez, il y avait cette digression sur le tarmac de l'aéroport où il disait le partage du monde contemporain, les nouveaux parallélismes, etc. En gros, ça voulait dire, vous allez voir le marché qui maintenant, il y a un bras de fer entre le marché américain et le marché européen. Je vais régler tout ça. Et puis finalement, il est revenu, Emmanuel Macron, il est revenu en France et il est revenu bredouille. C'est-à-dire que c'est quand même la politique avec un pragmatisme incroyable, Donald Trump. Non mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui est très fort, on l'aime pas, il y a énormément de leçons à tirer sur sa manière de faire de la politique, parce qu'on retient les messages. Finalement, quand on regarde cette campagne qui s'est passée depuis quelques mois, avec ce que les uns et les autres ont pu dire, qu'est-ce qui ressort ? Donald Trump, on a bien compris que l'immigration c'était un sujet, on a bien compris que les questions effectivement des taxes pour remettre l'économie au cœur, c'était un sujet, on a bien compris que sur les questions géopolitiques, son sujet c'était la Chine, et que le reste, il avait envie plutôt de mettre la fin au conflit, parce que la guerre c'est pas bon pour les affaires, et ça reste un homme d'affaires. C'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'on reçoit du message de Kamala Harris en retour ? Finalement, c'est plus dur de dire elle veut quoi concrètement. On a bien compris America First. En fait, on a tous compris que de toute façon, les Américains, et ce qui ressort de tous les débats, de toutes les analyses et de tous les observateurs, c'est que de toute façon, ils veulent rester les maîtres du monde. Donc, ils veulent continuer à assurer leur leadership planétaire. Et pour ça, il faut qu'ils s'occupent de leurs affaires intérieures et qu'ils restent très forts sur un plan économique. Sinon, effectivement, ils perdront par rapport à la Chine. C'est ça leur enjeu stratégique. Alors après, il y a des débats internes sur effectivement leur état de droit à eux, leur conception des valeurs, l'avortement, mais avec évidemment des prismes qui sont différents. C'est vrai que quand on parle de l'avortement à 9 ou 12 semaines ou à 24 semaines, c'est pas tout à fait la même chose. Donc les débats sont pas bien reposés chez nous, mais ces jeux, ça les agite forcément parce que c'est vrai que quand vous remettez en cause des droits, de fait, ça modifie les règles du jeu. Mais c'est sûr que malgré tout, derrière tout ça, il y a un pragmatisme économique, mais qui aussi est un pragmatisme économique qui se fonde sur le pragmatisme américain. Voilà. Les Américains, ils veulent réussir, ils croient encore au rêve américain, ils veulent favoriser effectivement le monde économique au sens où c'est l'économie qui tire le reste. Alors ça marche pas toujours parfaitement, ça fait beaucoup de dégâts parce qu'évidemment il n'y a pas l'assistance sociale qu'on peut avoir chez nous en Europe et en France, mais c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est ce qu'on a retenu également du premier témoignage tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on arrête de regarder avec le prisme français et le prisme européen ce qui se passe aux États-Unis. Mais on va bien sûr reparler des États-Unis pendant la nuit américaine que vous pourrez vivre sur Europe 1 et sur CNews, et nous dans un instant avec Raphaël et avec Alexandre, on passera en revue le reste de l'actualité. 20h45 sur Europe 1.